Bienvenue dans cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez sensible. Quel lien réel entre cannabis, psychose et puis ces actes de violence extrême qui marquent parfois l'actualité? Oui, tout à fait. On a des sources, des recherches, des expertises médico-légales, et ça ouvre un débat complexe. Surtout avec la puissance du cannabis qui augmente, et puis certaines affaires très médiatisées, quoi. Absolument. Et d'emblée, il y a une nuance essentielle, je crois, qui ressort de ces documents. La science, elle montre surtout une corrélation. Une corrélation statistique entre une consommation importante et la violence. C'est pas forcément un lien de cause à effet automatique, direct. D'accord. Donc notre mission ici, c'est un peu de décrypter les mécanismes qui sont évoqués, notamment le rôle de la psychose, et puis de voir comment tout ça, ça se traduit sur le plan légal en France. Ok. Alors, allons-y. Si le cannabis, comme vous dites, ne rend pas directement agressif, comme peut le faire l'alcool, par exemple, comment on explique ce lien potentiel avec la violence extrême? C'est là que ça devient un peu contre-intuitif, en fait. Contrairement à l'alcool, qui est connu pour désinhiber, parfois augmenter l'agressivité, Oui. les études, elles montrent pas vraiment de poussée d'agressivité pharmacologique directe liée au cannabis. Il y a même certaines recherches en laboratoire qui suggèrent l'inverse, une possible diminution de l'agressivité. Ah oui. Alors d'où vient cette violence qu'on observe parfois dans des cas extrêmes liés au cannabis, si c'est pas direct? Le mécanisme principal qui est avancé dans nos sources, il est indirect. Il passe par ce qu'on appelle la psychose induite par le cannabis. En gros, une consommation importante de cannabis, très fort en THC, D'accord. peut, chez certaines personnes, déclencher un épisode psychotique aigu, c'est-à-dire paranoïa intense, hallucination, un sentiment de persécution délirant. La personne, elle perd pied avec la réalité, quoi. Et la violence, ce serait une conséquence de ça? De cette perte de contact avec la réalité, une espèce de réaction à un monde intérieur complètement déformé. C'est exactement ça. La personne peut devenir extrêmement violente en pensant, par exemple, se défendre contre une menace qu'elle perçoit comme réelle, imminente, mais qui n'existe que dans son délire, en fait. C'est une violence qui naît de la peur, de la confusion psychotique. C'est pas une rage directement causée par la substance elle-même. Ok, je vois. Mais si c'est lié à la psychose, ça veut dire que tout le monde ne réagit pas comme ça, heureusement. Quels sont les facteurs qui augmentent ce risque de décompensation psychotique? Alors, les recherches, elles convergent vers un modèle qu'on pourrait appeler de triple vulnérabilité. Il y a 3 choses principales. D'accord? Premièrement, une prédisposition. Des antécédents personnels ou familiaux de troubles psychotiques, schizophrénie, bipolarité, ce genre de choses. Ok. Deuxièmement, un déclencheur. Typiquement, une consommation qui a démarré très jeune, avant 15 ans par exemple, qui est très intensive et avec des produits très forts en THC. Ou même, attention, des cannabinoïdes de synthèse. Ça, c'est particulièrement dangereux, ces produits chimiques qui imitent le cannabis mais sont souvent beaucoup plus puissants, imprévisibles. Ah oui, ça on en entend parler. Voilà. Et troisièmement, l'absence d'un filet de sécurité, c'est-à-dire un trouble mental qui est peut-être déjà là mais pas diagnostiqué ou maltraité, ou alors un manque de ce que les psys appellent l'insight, la conscience de la maladie. La personne ne réalise pas qu'elle est malade ou qu'elle a besoin d'aide. Donc c'est vraiment la combinaison de ces éléments qui crée le risque, bien plus que la consommation toute seule. Tout à fait. Et on voit dans des études de cas comme celle de Genève qui est mentionnée, que chez des personnes qui cumulent ces vulnérabilités, le cannabis seul peut suffire à déclencher une psychose et ça peut mener à des actes graves. Historiquement, ça pouvait d'ailleurs conduire à une irresponsabilité pénale. Intéressant. Mais d'un autre côté, il y a une étude de New York, je crois, qui semble dire que dans beaucoup d'homicides où on retrouve du cannabis, il y a souvent aussi d'autres substances, notamment l'alcool, qui pourrait jouer un rôle plus direct. Comment on fait la part des choses? C'est toute la difficulté, justement. Et en France, la situation légale, elle a pas mal bougé là-dessus. Traditionnellement, l'article clé du Code pénal, le 122.1, disait que si un trouble psychique abolissait le discernement au moment des faits, même si ce trouble était déclenché par une drogue, la personne était déclarée pénalement irresponsable. Oui. L'affaire Halimi, par exemple, qui a été très médiatisée, où l'auteur avait consommé massivement du cannabis avant l'acte, c'est une illustration de ça. Mais ça a été remis en question et modifié suite à cette affaire d'ailleurs. Oui, exactement. Une loi de début 2022 a changé la donne. Maintenant, l'irresponsabilité pénale, elle peut être écartée si l'abolition du discernement vient d'une intoxication volontaire et si la personne savait ou, et c'est là que c'est compliqué,
aurait dû savoir que cette consommation pouvait entraîner ce type de trouble grave, ou si elle a consommé dans le but de commettre l'infraction. D'accord. La consommation de substances est même devenue dans certains cas une circonstance aggravante. Ce qui amène une question redoutable, qui est soulevée dans les analyses. Comment on évalue après coup ce que la personne savait ou aurait dû savoir avant de consommer? Surtout quand on parle d'addiction, de troubles mentaux qui sont peut-être pas connus, ou d'un premier épisode psychotique qui est par définition imprévisible. C'est tout le nœud du problème en fait. Si on essaie de synthétiser ce que disent nos sources, le cannabis puissant, c'est pas un déclencheur universel de violence, loin de là. Mais chez des individus vulnérables, terrain psy fragile, usage intense, précoce, absence de soins, il peut agir comme un catalyseur. Il peut déclencher une psychose aiguë. Et dans cet état de délire paranoïaque, une violence extrême qui est vécue comme défensive par l'auteur peut survenir. C'est un mécanisme indirect, mais dont la possibilité est réelle. Même si, il faut le dire, ça reste rare à ces niveaux de gravité. Donc le cannabis, ce serait un peu comme une étincelle sur un terrain déjà inflammable, un catalyseur plus qu'une cause directe et unique. C'est une bonne image, oui. Et ça nous laisse avec une réflexion finale, je pense, importante qui émerge de ces lectures. Cette nouvelle loi française, en faisant dépendre l'irresponsabilité de la connaissance préalable du risque par le consommateur, eh bien, elle pose un défi immense à la justice, à l'expertise psychiatrique. Oui, on imagine. Comment évaluer équitablement cette connaissance, cette conscience du danger face aux réalités complexes de l'addiction, des troubles mentaux qui sont souvent mal compris par ceux qui en souffrent, et puis du caractère parfois soudain, imprévisible, d'une première crise psychotique. C'est une question qui va certainement animer les débats juridiques et médicaux dans les années à venir, ça c'est sûr.